Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Tiers de Vue. On poursuit notre périple, cette fameuse série des Vendredis 13. On arrive au chapitre final de Final Chapter. Vous savez fort bien que ce qui s'appelle Final Chapter et fin dans les films d'horreur, ça n'existe pas. Donc, vous savez fort bien que cette capsule ne sera pas la dernière. Cependant, ça conclut un genre de cycle dans cette série où, évidemment, on en a parlé déjà. On a évidemment la prémisse avec Pamela Voorhees qui venge son garçon et effectivement Jason qui prend la relève dans la deuxième partie et qui va poursuivre le tout dans la troisième partie en 3D. Et maintenant, le tout va se conclure selon évidemment ce qu'on prévoyait faire en 1984, alors qu'un nouveau réalisateur s'immisce dans cet univers, Joseph Zito. Un réalisateur qui n'est pas familier nécessairement avec le cinéma d'horreur, au contraire. Un gars qui est plus connu pour les films d'action, pour faire beaucoup de cinéma, soit dit en passant dans sa vie. C'est pas un grand réalisateur, pas un réalisateur qui a fait beaucoup de choses. Il a fait une dizaine de films en tout, entre autres Missing in Action avec Chuck Norris. Donc, pour lui, c'est un nouveau genre qu'il explore. Pas nécessairement aussi mal que d'autres l'ont fait ou vont le faire plus tard dans cette série-là. Au contraire, c'est un film qui est quand même pour les fans, et là je parle pas nécessairement pour les critiques, parce que les critiques, vous le savez, là, même le premier en tant que tel, et plus la série va aller, n'aime pas du tout cette série-là, pour différentes raisons, parce qu'ils trouvent ça épouvantable, des scènes d'horreur injustifiées, nudité, etc., etc. Mais bref, regardez, nous, les films de Vendredi 13, Friday 13, on les regarde, on les apprécie pour différentes choses, et on est capable aussi de dire que, par exemple, il y a des choses qu'on n'aime pas dans ces films-là, et on est là aujourd'hui pour dire qu'on est capable de faire la juste part des choses, et ça nous fait plaisir aussi de dire, regardez, on discute, je vous fais part de mes opinions, puis vous aussi, vous êtes capable, et vous le faites aussi très bien, vous nous faites part de vos opinions, et c'est ce qu'on apprécie évidemment au titre. Donc parlons de ce film fait en 1984. Ce qui va, et je vais me permettre aussi une parenthèse, là, étant donné qu'on, comme je le disais tantôt, qu'on conclut une espèce de pas de pause, là, mais disons de série. C'est vraiment, c'est comme vraiment, on va passer d'une série à une autre, là, quand on va arriver tantôt, quand on parlera la prochaine fois de Part 5. Donc, cette fois-ci, là, il n'y a pas de surprise. On continue et on reprend toujours la même manière de faire ce genre de film-là. Mais là, c'est un petit peu moins long parce que on a toujours cette espèce de prémisse où on nous rappelle. Ah oui, qu'est-ce que c'était déjà? Oui. Ah oui, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? C'est quoi l'histoire? C'est qui? C'est Michael Myers? Tu Freddy? Ah non, Freddy. Oui, Freddy. C'est vrai que c'est l'année où Freddy va apparaître sur les écrans. Non, ok. Bon, alors on va faire un petit rappel. Alors on va aller faire un petit tour autour du feu. Alors effectivement, on retourne toujours à ce fameux camp du Part 2. Et on nous rappelle brièvement ce qui est arrivé et les grands faits marquants de cette série, de cette saga jusqu'à présent. Donc, on connaît les faits. De toute façon, dans l'ère où on est, il faut quand même se reporter à l'époque, 1984. Quand on regarde ces films-là, quand on va au cinéma, il y a quand même un an qui s'est passé, donc il faut quand même avoir un petit flashback. C'est ce qu'on fait. Au début, c'était des flashbacks qui duraient presque 10 minutes. Là, on en est à 1 minute 30, ce qui est pas si mal. Puis il y a aussi, l'heure du vidéo. Donc, les gens qui n'ont pas vu les Friday 13, là, on les mange à satiété comme on mange des hot dogs. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est encore plus rapide parce que on peut regarder ça juste en pesant sur un bouton. Bref, revenons donc à notre film d'aujourd'hui qui est encore une fois, écoutez, on prend une bonne recette, une bonne recette de poutine, ça ne change pas, une recette de pâté chinois non plus, on prend les ingrédients qu'on connaît bien, on les remet ensemble, on met peut-être un peu plus de sel, un peu plus de poivre, et puis si ça goûte pas bon, puis si t'aimes pas ça, tu mets du ketchup, et dans ce genre de film-là, du ketchup, ça en prend. Et si on se souvient bien, je ne sais pas si vous vous en souvenez bien, chers amis, mais le vendredi 13, le Part 3D,
pas tellement aimé ça. Pourtant, avec selon la mémoire, la mémoire est une faculté qui oublie, je me dis toujours, je vais la regarder, le Friday 13 Part 3D, il me semble que c'était pas pire, mais non, non, non. Quelques petites affaires qui sont quand même pas si pires, comparativement à d'autres films de cette série-là, mais avec le recul et puis tout ça, je dis, regarde, je vais regarder le 1, le 2, puis fois de temps en temps, je vais regarder le 3, mais pas trop souvent. Le 4, le 4 est une espèce d'incontournable parce que pour plusieurs raisons. D'abord, la réalisation, regardez, on s'entend que c'est pas de la... Tu sais, on n'a pas fait l'appel à Baz Luhrmann pour tourner ça, là, pour ceux qui aiment ce genre de réalisateur-là. Non, c'est un genre de réalisateur là, qui est capable de faire, tu sais, on prend la recette telle quelle, puis on la suit avec les dollars qui viennent avec en arrière. Ça coûte pas trop cher, on a des comédiens qu'on connaît pas trop, et ça y est, bing bang, on envoie ça, puis on fait ça vite. Faut faire ça vite parce que les clients, les jeunes, ils en veulent, puis ils veulent ça rapidement. Dans ce cas-ci, la seule chose qui est un peu différente, c'est que on va avoir fait appel à des comédiens qui ont un petit peu plus de talent que le dernier. Je parlerai pas de Shelley. J'ai pas le goût de revenir sur Shelley. Je sais pas pourquoi, mais fini. Shelley, on n'en parle plus. C'est terminé. La particularité de ce film-là, c'est que, et jusqu'à présent, c'est vraiment celui qui est lié directement au film précédent. Alors, suite à la petite prémisse de 1 minute et demie, puis au générique, encore une fois, la musique de Manfredini est un peu meilleure que celle du troisième. C'est pas mon générique préféré au niveau musical. Encore une fois, un peu trop de tonalité fantomatique. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris, Harry, pourquoi tu veux absolument mettre des fantômes là-dedans. Ce n'est pas un film de fantômes. C'est pas ça pantoute. T'as pas compris. Écoute le film avant de faire la musique. Parce que ta musique, le reste de la bande sonore est bonne. Mais le générique, rien à voir avec les fantômes. À part le fait que Jason y revient, même s'il est supposé d'être mort. À la limite, je sais pas, appelle George Romero puis demande c'est quoi le genre de musique que tu fais pour tes films de zombies? Ça, à la limite, tu pourrais comprendre que ça peut aller avec. Mais des films avec des petits violons, oui, des violons, c'est correct, là. Mais des gens de non, ça marche pas, pas tout. Bref, c'est quand même mieux, cette bande sonore-là, cette trame sonore-là pour le thème d'ouverture, c'est mieux que le thème précédent. On commence le tout, comme je le disais, c'est comme si ça avait été filmé, tu sais, tout de suite après, on a comme continué à tourner, sans arrêter, puis on a comme gardé ça dans une petite banque à quelque part, puis on s'est dit, tout d'un coup qu'on ferait un autre film. Tout d'un coup. Genre, oui, c'est sûr que tu vas faire un autre film, parce que on tourne ça comme on tourne District 31. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va en avoir. Écoute, on écrit ça comme Fabienne Larouche, fait des tartelettes au sucre à Noël. Donc, on est prêt. Donc, ça part directement de là. Les personnages du dernier film, ils ne sont plus là, on ne les revoit plus, c'est pas grave, on part à neuf, mais on part avec le lieu où s'est déroulé le drame la dernière fois. Donc Jason est supposément mort, mais là c'est parce qu'à un moment donné, tu sais plus par qui remplacer Jason, parce que là, tu sais, mais là, on sait bien que là, avec la tête coupée, c'est assez dur d'y être collé, quoi qu'on a déjà vu ça dans un certain Halloween, on en reparlera peut-être dans une autre capsule. Mais bref, donc Jason est transporté à l'hôpital. On aurait bien pu tout de suite l'envoyer dans le four crématoire, mais non, on préfère l'amener tranquillement à l'hôpital, comme on fera d'ailleurs pour un certain Michael Myers plus tard. Tu sais, les films, ça s'influence. Et d'ailleurs, tantôt, je parlais un peu de films d'influence. On a l'impression que John Carpenter a tout inventé, que les meurtres des Friday, c'est tout du nouveau, on n'a jamais vu ça, c'est exceptionnel. Puis non, pas vraiment, j'en parlais tantôt, vous allez voir que... Tom Savini a vraiment beaucoup de talent, mais il n'a pas tout inventé, vraiment pas tout inventé. Donc, ce fameux Jason se rend à l'hôpital, tout bonnement, en espérant bien sûr que, là, évidemment, c'est pas l'époque de la pandémie, donc il n'y a pas de problème, il peut rentrer là, puis rester étendu là sur sa civière tantôt aussi longtemps qu'il veut. Et encore une fois, et là, j'ai eu un petit peu peur la première fois que j'ai vu le film, parce que je me suis dit, tabarnouche, on est encore pogné qu'une gang de tata. On est encore pogné avec un niaiseux, parce qu'effectivement, une fois que le corps de Jason a été transporté, on se retrouve à l'hôpital, avec un cave qui regarde la télé, puis qui regarde des femmes qui sont en train de faire de la danse-exercice. OK. Le gag peut être drôle. J'ai pas de problème avec ce genre de gag-là.
sais, si tu me montres ça, je comprends que là, je suis en 2020, puis je vais avoir de l'instantanéité, puis tu sais, quand... OK, parfait. Ça, je suis capable d'admettre que, tu sais, je suis dans une autre ère, puis que ça a changé, puis que je vais avoir les choses plus rapides. Mais même à l'époque, quand je l'ai vu la première fois, puis j'avais beau être beaucoup plus jeune, puis apprécier ce que je pouvais voir, pas le genre d'affaires que je veux voir, moi, des filles qui sont en train de, je sais pas, moi, tu sais, de s'allonger à la jambe avec des leg warmers, pas en tout. Puis là, ça dure longtemps, ça se plie, puis il y a, puis il est là, puis il bave, là, comme on en peut finir. Comme si le gars, d'après moi, à mon avis, là, peut-être que je me trompe, doit avoir au moins 30 quelques années, là. Mais écoute, man, je veux dire, si tu as juste vu ça dans ta vie, ça, des filles qui font tu sais, de la danse-exercice, puis c'est ça que ça te prend pour t'exciter, tant mieux. Alors que tu es en train justement d'avoir, et tu vas avoir une relation avec une infirmière qui est quand même pas si laide que ça, qui est assez cute. Je comprends pas. Je comprends pas. Ce gars-là, c'est dommage pour l'infirmière qui va mourir, mais lui mérite très bien d'avoir justement une prise une espèce lui aussi, de yoga, là, parce que c'est pas du yoga qu'ils font, en fait, c'est comme du danse-exercice, mais une espèce de mouvement un peu sec, là, tu sais, il se fait tourner la tête un peu raide par Jason, avec un petit coup un peu d'aide avec d'une scie, là, qui va peut-être inspirer James Wan pour son film, ça, dont on parlera peut-être dans une capsule future. Donc, tout ça, quand même, prend un peu de temps avant que Jason se manifeste vraiment. Alors, ça, c'est long, ça prend 15 minutes, près de 15 minutes avant que Jason finisse par tuer quelqu'un dans ce film-là. Et l'infirmière qui va se faire tuer finalement, elle se fait soulever le long du mur et elle meurt avec un scalpel, ce qui nous rappelle bizarrement un film de 1981, Halloween 2, alors que là aussi, une infirmière va se faire soulever par Michael Myers, elle aussi, un petit coup de scalpel. Donc peut-être qu'à l'hôpital, ça se passe de même. Les films d'horreur, t'as pas le choix. C'est de même que tu meurs, c'est que tu meurs en te faisant soulever par le tueur en série, puis un petit coup de scalpel. Le scalpel, c'est sûr, c'est ça qu'il y a des hôpitaux. On peut pas trouver d'autre chose de plus original. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. Et là, bien évidemment, là, c'est sûr que on passera pas on aurait pu passer notre film dans l'hôpital, mais on l'a comme déjà vu dans un autre film qui a été réalisé en 1981 par Rick Rosenthal. Donc, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de différent? Hey, on pourrait mettre une gang de jeunes dans un char qui s'en va dans un chalet. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Eh bien oui, encore une fois, on prend le papier carbone, on recommence, on remet des jeunes dans un char, la moitié des jeunes qu'on se souvient pas de leur nom, c'est juste qu'ils ressemblent aux jeunes qu'on a déjà vus. C'était-tu dans le 2, c'était-tu dans le 3, il a les cheveux bruns, il ressemble à Rob Lowe. Ah non, j'ai pas vu de Rob Lowe jusqu'à présent. Il y a un tata en arrière, le cave, là, qui fait toujours des jokes plates. Fait que le gars avec les jokes plates, lui, il était là dans le premier film, mais il était déjà plus drôle. Fait que ça, c'était l'ami de Kevin Bacon dans le premier film. Lui, il était amusant. Mais plus ça va, plus ce cave-là, qui fait des jokes plates, là, de bits molles, ben, ça s'en va vraiment en s'empirant. De film en film. Fait que, il est dans le film. Fort heureusement, le meilleur ami de ce gars-là, et je ne sais pas pourquoi il se tient avec ce gars-là, peut-être parce qu'il se dit, hey, on s'en va à Crystal Lake, peut-être que je vais me débarrasser de mon ami, parce que j'ai entendu dire qu'à Crystal Lake, il y a notre ami Jason Voorhees, peut-être pourrait me débarrasser de mon ami, que c'est pas mon ami pantoute. Bref, il est interprété par Crispin Glover, qui va devenir un acteur connu, reconnu et très bon. Et d'ailleurs, c'est un des points forts du film, c'est lui d'ailleurs. Et il va bien nous faire rire vers à peu près 30 minutes du film, peut-être un peu plus, avec une danse qui est complètement saugrenue et complètement absurde. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette danse-là, c'était pas dans le film. Dans le film, bon, il devait danser, là, tout le monde sait comment ça se passe en général dans les films. Les gens dansent. Et il ajoute une bande sonore en arrière. Donc, tu as toujours l'impression que, mon Dieu, ils sont bien bons, ils dansent sur la musique. Non, en général, ils dansent sur rien, pantoute. Et c'était le cas dans cette prise-là. Et Crispin Glover, lui, il a complètement improvisé cette danse complètement ridicule, puis grotesque,
mais qui est vraiment très amusant parce que t'es tellement surpris de voir un genre de truc comme ça dans ce film-là. Habituellement, t'as toujours la danse weird dans les films d'ado. Ben lui, il l'a comme incorporé dans ce genre de film-là, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Donc, bref, il réussit donc à faire en sorte que on n'oublie pas ce personnage-là. C'est ce qui est assez rare, là, parce que jusque-là, là, dans le 3, là, je me souviens pas de grands personnages là-dedans. Là, tu oublies, ok, cette fille-là était cute un peu. Il y a la fille rouge, je me souviens, il y a la fille rouge qui reçoit le truc dans l'œil. Mais tu sais, les noms, le Money, Trish, Jay, Rob, Bill, Susan, bon, en tout cas, bref, tu sais, les noms, tu connais ceux des premiers, puis à un moment donné, tu finis par oublier les autres, les personnages des autres films. Bref, excellent personnage, bien joué, un peu plus développé, simplement, d'après moi, parce que lui est un bon comédien, parce qu'il aurait pu, ça aurait pu être un autre personnage plate, mais ils ont quand même centré un peu l'intérêt du film sur lui parce qu'il est un peu différent. Donc, cette fameuse danse qui est à voir. Et soit dit en passant, on a repris à quelques reprises cette danse-là. Et à chaque fois, Glover recommençait une danse complètement absurde et improvisée. En tout cas, il semble-t-il qu'il y a eu beaucoup de plaisir j'imagine, à tourner cette scène-là. Donc, là, on a rencontré ces personnages-là. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on n'a pas juste... Puis d'habitude, je suis pas trop fan, là, tu sais, dans les genres de films d'horreur d'ados, je veux voir des ados. Dans ce cas-ci, on rencontre une famille qui habite de l'autre côté là, du fameux chalet où les ados sont installés pour le temps que Jason fasse sa job, finalement. Fait qu'on ne sait pas si c'est un week-end ou pour la semaine, on n'a aucune idée, on n'aura jamais le temps de le savoir. Mais de l'autre côté, donc, il y a une famille avec une mère. Habituellement, bon, tu sais, les parents là-dedans sont pas super intéressants, mais Joan Freeman, qui joue le rôle de Mrs. Jarvis, est très intéressante, c'est un très bon personnage. Sa fille, Trish, qui va survivre très très longtemps. Bon, là, à un moment donné, tu sais plus si Trish, puis je me souviens plus, puis Sarah. Bon, Trish et Sarah, là, ça c'est le problème de Friday 13. À un moment donné, là, ce genre de personnage-là, Trish et Sarah, là, le genre de fille avec les cheveux j'allais dire les cheveux beige, mais c'est parce que c'est le personnage, les personnages sont beige. Les cheveux châtains, tu sais plus. Je pense que les producteurs de Friday aiment les filles aux cheveux châtains. Il y a les brunes, mais les brunes, ils se font passer leur, tu sais, on y va par là, tu sais, on s'en débarrasse. Mais les châtaines, en général, ils durent longtemps. Dans certains films, c'est les blondes. Ginny, c'était la blonde qui a été... On a eu la blonde dans le 2, là. Mais en général, tu sais, c'est l'espèce de châtaine avec les cheveux à moitié frisés, là, tu sais, là. Donc, puis là, on en a deux dans le film. À un moment donné, sérieusement, là, je savais plus. Tu sais, non, c'était... Quel bord? Bref, il y a ces personnages-là. Et il y a le personnage, évidemment, qui est super important là-dedans, c'est Tommy Jarvis, qu'on rencontre pour la toute première fois, et sans doute le mieux joué aussi par un jeune Corey Feldman, qu'on a vu dans différentes choses, puis qu'on verra évidemment plus tard dans d'autres films, dont Stand By Me, qui est un classique, évidemment. Et ça, c'est très dangereux. C'était dangereux, c'est un pari, effectivement, pour les producteurs de dire, hey, on met un enfant. Il était enfant, il était peut-être jeune ado, là, mais quand même, là, c'est un enfant dans un film d'horreur comme celui-là. Mais grâce à lui, grâce donc à Joan Freeman et à Crispin Glover, ben le film réussit à être meilleur. Sinon, les autres personnages, bon, regarde, c'est toute la même chose. Et on se dit, bon, on attend juste que le party de tuerie commence. Il commence assez tard, d'ailleurs. Bon, il y a un premier meurtre, comme je le disais tantôt, vers une quinzaine de minutes. Mais après ça, ça prend, tu sais, il faut attendre une demi-heure, puis c'est un petit peu long, puis bon. Cela dit, le retour, là, il faut mentionner que Tom Savini est de retour pour cette conclusion, cette fameuse conclusion, supposée conclusion. Parce qu'il faut savoir que Tom Savini était pas du tout d'accord avec la suite, avec c'est bizarre qu'il le revienne, mais avec le part 2, parce qu'il s'est dit, pourquoi Jason peut revenir à la vie, ça se peut pas. Bref, en tout cas, il est de retour, il fait un travail admirable, les meurtres sont très bien réussis. Il y en a un, justement, là, quand on parle de la fameuse Sarah, elle essaie d'ouvrir la porte, puis là, et paf, elle reçoit une hache directement dans l'abdomen. Ben ça, j'aime ça, ce genre d'affaire-là, parce que c'est une surprise. Ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aime. Bon.
C'est le film aussi, et ça, il faut le mentionner, parce que, outre le fait que, bon, les meurtres sont très intéressants, Crispin Glover, soit dit à passer, voulait absolument avoir un meurtre très original, donc avec avec l'ouvre bouteille, puis bon, le hachoir dans le visage, qui est bon, du déjà vu, là, si on veut, là, on a déjà vu ce genre de truc-là, mais quand même, il tenait à avoir quelque chose de corsé. Bon, on a une mort dans la douche qui est assez percutante, ça c'est super bien réussi également. Évidemment, là, comme j'allais dire, c'est le film pour ados. Si vous voulez avoir un film pour ados, c'est tout inclus, ben là on y est parce que bon, on a évidemment, comme je disais, on a des jeunes, on a tout le package de Friday 13 qu'on a déjà vu, donc tu sais, on est bien dans nos affaires, il y a rien de nouveau qu'on va dire, oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas, bon, non, pas du tout, et en plus d'avoir, bon, on est comme bons comédiens, puis on est comme plus impliqués dans l'histoire. Et il y a du tout nu là-dedans, les amis. C'est le film, d'après moi, là, de mémoire. Puis évidemment, je me fais un devoir de revoir avant de vous en parler, de revoir les films un à la fois pour m'assurer de vous dire, de pas vous dire des niaiseries. Parce que comme je vous dis, à un moment donné, on finit par s'y perdre tellement il y a des personnages qui se ressemblent, des meurtres. Tu te dis, ah non, c'est dans tel film ou quoi que ce soit. Bon, en général, on s'en souvient un peu. Mais là, hé là. Là, je te dis que la jeune ado, bon, peut-être un peu moins, parce que de toute façon, les films d'horreur, c'est fait pour les gars, en général, qui amènent leur blonde au cinéma. Vous connaissez de toute façon le principe de la chose. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les films d'horreur ne sont pas faits exactement pareil. Là. Le slasher movie n'existe plus n'existe pas vraiment, mais en fait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la série Ça, puis peut-être qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y en a peut-être quelques autres, là, puis vous pourrez me l'écrire. Moi, j'aimerais ça que vous me le disiez. Des fois, je peux oublier certains trucs. Mais bref, on est plus réservé aujourd'hui sur le tout nu. On essaie d'être un petit peu plus politically correct. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est bizarre parce qu'on ne veut plus voir de tout nu dans les films d'horreur. Par contre, si vous allez voir une série, puis principalement, par exemple, j'allais dire sur HBO, eh bien là, regarde, allez-y gaiement, Games of Thrones, puis toutes ces affaires-là, là, c'est gratuit, là. Ben, gratuit. Il faut payer son abonnement, évidemment. Bon, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a cette fameuse scène de baignade, de petite baignade, comme on faisait à une certaine époque, où évidemment les maillots de bain n'étaient pas en vente dans les centres commerciaux, qui ne sont pas toujours ouverts, vous le savez fort bien. Donc, on y va par là. Et aussi, ben, on a cette fameuse scène où notre amie Samantha décide, comme notre amie dans le deuxième, d'aller prendre un petit bain de minuit, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi les gens les ados ne traînent pas leur maillot, mais je sais pas, moi je veux dire, à la limite, vas-y en sous-vêtements, j'ai aucune idée, mais non, ça a l'air que c'est comme, on est bien, il y a des gens qui habitent de l'autre bord, ben c'est pas grave, regarde, je veux dire, on est fait de même, tant mieux pour eux, puis tant mieux pour nous aussi qui avons apprécié et qui apprécions peut-être encore ces films-là pour ce genre de trucs-là. Bon, bref, cette scène-là est quand même pas si mal, et je me demande même si elle n'est pas meilleure que celle du deuxième, alors que le deuxième, bon, on avait du suspense, puis là on revient, puis c'est le niaiseux qui avait volé le linge de la fille, là on s'en souvient. Dans celui-ci, tu sais, là tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose, puis c'est quand même, tu sais, bon, c'est un meurtre, tu t'attends bien à ce qu'elle va même mourir à quelque part dans l'eau. Mais avec le petit bateau pneumatique, c'est juste que je me dis, voyons, le bateau pneumatique, il dégonfle pas vite. Bien fait. Pour le mec qui est dessus, il doit y avoir 2 endroits où tu peux gonfler, là. Mais bref. Donc, voilà. Et c'est pas tout, parce qu'évidemment, on a notre autre ami, le fameux Tata, qui va passer, méchant bout du film. Vous regarderez, là, j'essaierai, j'ai pas voulu le calculer, parce que là, maintenant, il n'y a pas juste à faire, là. Calculez le nombre de temps qu'il passe à regarder le film en noir et blanc, qui est un vieux film pour le d'archives, ou je sais pas trop, où on voit des filles nues. Bon, effectivement, c'est des films que les hommes regardaient à une certaine époque. J'ai rien contre ça. Mais je dis, est-ce que j'ai besoin de voir ça pendant tout ce temps-là, puis qu'il est là, je comprends qu'il il est sous, il est stone, peu importe, je m'en fous. Puis, regarde, le meurtre qui va suivre, il mérite rien que ça. De toute façon, là, un bon coup de couteau derrière la tête sur la toile de l'écran. Mais ça aurait pu être plus original que ça, là, mais bref.
J'ai trouvé ça vraiment très, 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 très long. Puis évidemment, ben, on a notre amie Sarah aussi dont on va voir les faufounes écrasées contre la vitre de la douche. Un bon vieux classique qui ressemble dans le fond plus à un classique qu'on pourrait voir sur, je sais pas comment ça s'appelle, YouPorn ou je sais pas trop quoi là. Ben, du vieux YouPorn, là, vous allez me dire les années 70, là, je suis rendu trop vieux pour regarder ces affaires-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme du soft porn là, qu'on nous présente dans cette scène de douche-là. Parlant parce que je me souviens jamais de leur nom, parce que je sais qu'ils s'appellent Moore, là, il y a les deux jumelles Moore. Donc, il y en a une qui s'en va à bicyclette, puis en fait, elle n'en fera plus jamais de la bicyclette, on s'en souvient. Par contre, l'autre va faire une des meilleures sorties de fenêtre de la série. C'est exceptionnel. Et pour ceux qui connaissent un peu Dario Argento, cette scène-là me fait penser à la scène où il y a une fille qui est à côté, qui regarde par la fenêtre dans Suspiria, là, et puis elle se fait écraser la fenêtre contre la vitre. Là, évidemment, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait le même genre de truc, là, mais ça m'a fait penser un peu à ce genre de faire-là. Bon, le film, finalement, le climax, là, la finale, est très intéressante, effectivement, parce qu'on a quand même pris le temps de nous faire comprendre que Tommy, ben, il fait des masques. Puis aussi, c'est aussi le fait que ce personnage-là, dans le fond, c'est nul autre que Tom Savini. C'est Tom Savini en petit. D'après moi, Tom Savini devait faire peut-être pas des masques aussi élaborés que ça quand il avait 12 ans, là. Mais c'est vraiment lui. Et je pense qu'on a réussi au niveau du scénario à lui rendre un genre d'hommage. Et donc, la finale est très intéressante. Et encore une fois, dans le fond, c'est toujours la même twist. Vous remarquerez, c'est toujours la même affaire. Là, au lieu de faire en sorte que Jeannie, elle mette le chandail puis qu'elle dise Jason, I'm here, Jason, listen to mommy. Bon, là, c'est pas ça. Là, c'est Jason qui se parle à lui-même. Alors, tu sais, bon, Tommy va se raser les cheveux, puis il va se parler comme si lui, il se parlait, puis parce que Jason se voit encore comme un petit garçon, le petit garçon qui se veut simplement venger sa mère, veut venger aussi ce qui lui est arrivé comme petit garçon parce qu'on l'a oublié. Donc, cette scène-là, cette dualité-là est très intéressante. Et effectivement, ben, pour un film d'horreur, parce que là, on s'entend que c'est pas juste là, on parle quasiment de psychologie freudienne, mais comme film d'horreur, la scène finale est magistrale quand évidemment Tommy tue Jason, puis là, effectivement, là, avec la machette qui presque à la limite lui sépare le visage en deux, là, ce qui sera pas le cas parce que on a pensé faire quelque chose dans ce style-là, puis finalement, à la dernière minute, on s'est dit, il faudrait quand même pas que Jason perde la tête tout d'un coup. Même si ça, même si ça s'appelle le chapitre final. Puis tout d'un coup, c'est le chapitre finalement pas final, tu sais. Donc, bref, en tout cas, mais la scène est quand même très marquante, et je dois dire que c'est juste cette scène-là. C'est la première scène que j'ai vue d'un film de Vendredi 13, que j'ai vu en noir et blanc. Quand j'étais pensionnaire à quelque part, j'étais sorti de ma chambre, puis un de mes copains m'a dit « Hey, on va checker ça, on va tout checker ça ensemble dans ma chambre un soir après le couvre-feu. » Donc, pour moi, c'est une scène marquante, et effectivement, mais elle n'est pas juste marquante pour moi, mais je pense qu'elle est marquante pour bien du monde, parce que c'était assez exceptionnel. Et je suis très content de l'avoir vu en noir et blanc la première fois, parce que c'est quand même assez... C'est assez dégueulasse, soit dit en passe, comme ça, là, tu sais. C'est assez, ça reste longtemps dans ta tête et dans ta mémoire. C'est une scène que tu n'oublies pas. Il y a des meurtres que tu oublies, puis tu sais plus dans quel film. Celui-là, tu sais parfaitement dans quel film ça se trouve. Bon, là, en terminant, ce que je voulais vous dire, bon, évidemment, il y a toujours des scènes, je l'ai fait pour la deuxième partie, où j'ai dit, il y a des nouvelles scènes qui ont été découvertes, etc. Je ne ferai pas ça à chaque fois parce que il y a toujours des scènes qui existent, puis si vous possédez les DVD, vous pouvez les voir, ces scènes-là, donc j'ai pas besoin de vous en parler, de dire « Ah, ok, il y a cette scène-là qui a été tournée, puis on l'a pas faite, etc. » Bon, dans le cas du deuxième, je voulais vous en parler parce que ça vient juste d'être découvert, puis c'est pas sur aucun DVD, à moins que ça vienne tout juste d'être fait. Donc ça, je tenais à le faire. Ce que je tiens à vous dire en terminant,
pour terminer cette première partie, c'est pas une trilogie, là, c'est vraiment ce qu'on appelle, il va y avoir les 4 premiers films, après ça, on va se rendre jusqu'au 8. Après ça, il va y avoir, je sais pas trop où est-ce qu'on va se rendre après. J'hésite. Mais en tout cas, regardez, là, on va commencer par faire ça, puis après ça, on va faire notre autre section. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a toujours l'impression, on a souvent l'impression que Vendredi 13 a comme, tu sais, inventé un genre, ou même si on s'est jamais caché que Vendredi 13 s'inspirait beaucoup de Halloween. Ça, le scénariste là, du premier film l'a toujours dit. Moi, si j'ai fait Friday 13, c'est grâce à Halloween, c'est sûr et certain. On sait aussi qu'Halloween, c'est pas le premier, c'est le film de serial killer. Pas du tout. C'est un film. Le premier serial killer, on dit que c'est Black Christmas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que les Italiens, là, ça fait longtemps qu'ils baignent dans le sang. Et je pense que, tu sais, si on a quelqu'un, si un maître, le mentor, c'est Mario Bava. Et je vais vous inviter à regarder les prochaines scènes qui viennent du film Bay of Blood, qui est un film de 1971. Écoutez, vous pouvez peut-être aller le voir sur YouTube. Il est disponible en général, là, puis loin d'être un bon film. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le meilleur film de Mario Bava. Mario Bava a fait quand même des très bons films. Celui-là, au niveau du scénario, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur. Pas du tout. Cependant, là, vous allez dire, mon Dieu Seigneur, OK, mais ils sont vraiment inspirés de ça pour faire les films d'horreur. Parce que, bon, entre autres, fille qui se baigne tout nu dans l'eau. Bon, OK, ça, c'est correct de me dire. Mais oui, mais en même temps, tu sais, il y a quand même quelqu'un qui l'a fait en premier. Fille qui court à crier, puis il se fait accrocher avec une espèce de machette. Ah oui, ben oui, ça se fait là-dedans. La fameuse, tu sais, dans le premier film, là, puis même dans celui dont je viens de vous parler, fameuse hache dans le front, là, ben, dans Bay of Blood, il y en a un, écoutez, il ouvre la porte, plac, l'âge dans le front. Tu sais, donc, c'est pas nouveau. Une autre affaire, puis ça c'est assez particulier parce que les scénaristes de Vendredi 13, c'était là, d'autres, on a tellement, là, on est tellement original, cette scène-là, c'est exceptionnel. Tu sais, quand on empaille, les deux se font empailler. Empaler. Empailler, là. Donc, ils se font empaler dans le deuxième, là. Donc, Sandra avec son chum, là. Donc, ils sont dans le lit, Sandra est couchée, puis bon, son chum est au-dessus, puis ils se font empaler après que Jason soit monté. Puis c'est l'autre, ça m'a fait penser cette scène-là en y réfléchissant. Jason, il y a un masque sur la lance. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est comme un genre d'Halloween aussi, où tu sais, il y a le fameux masque d'Halloween, mais c'est un genre d'Halloween où, au contraire du masque où tu vois l'escalier, là, tu vois les pieds qui montent l'escalier, puis c'est un peu le même genre de scène. Sauf que là, tu sais, au lieu d'être Judith qui est toute seule parce que son chum est parti, ben là, ils se font prendre en plein dans l'acte. Bref. Donc là, ils se font empaler par Jason, puis dans la scène qu'on a pu vous montrer, ben là, la scène est encore plus sanglante. Mais cette scène-là, elle est identique, mais vraiment identique à la scène dans Bay of Blood. C'est la même chose. Donc, c'est pas, il y a rien de nouveau. Puis il y a des scènes où justement où on voit quelqu'un qui observe dans le bois, un petit peu comme Jason quand il est entré, quand il est dans le bois. Bref, il y a plusieurs scènes qui vraiment me font penser à ça. Puis il y a même des scènes qui ont sûrement été prises, qui ont été prises aussi pour Halloween. Donc, quand on dit que on fait du nouveau, ben souvent, tu sais, on fait de l'ancien. Puis quand je me souviens, je pense dans un de mes cours de littérature, on me disait, on n'invente rien, tu sais, il y a juste une histoire, tu sais, il y a Tristan et Isolde, puis tu sais, c'est ça. Dans le fond, on fait juste reprendre une histoire, puis à partir de cette histoire-là, ben, il se décline de nombreuses histoires. Et tant mieux parce que il y en a qui réussissent à être très, très, très originaux.
En terminant, évidemment, vous voulez savoir les notes que je donne à ce film-là. Bon, pour le scénario, c'est pas le meilleur scénario au monde, mais c'est quand même, tu sais, c'est pas, on a vu des pires là, jusqu'à présent là, surtout le troisième. Donc celui-là obtient quand même une note de passage. Tu sais, je parle vraiment au niveau du scénario. Donc celui-là, je lui donne un 6. Les personnages, bon, là il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Tu sais, il y a des personnages que j'oublie complètement là-dedans. Comme je vous dis, là, il y a la fameuse Sarah, comme je vous dis, que je mélange avec l'autre, fait que je sais pas, les deux jumelles sont mélangeants, il y a du monde dans l'auto à un moment donné, je me dis, je regardais la scène au début, je disais, mon Dieu, je savais pas qu'elle était dans ce film-là. Donc, il y a quand même de meilleurs personnages, je l'ai dit. La mère, c'est un meilleur personnage. Tommy, c'est un meilleur personnage. Puis le personnage de Crispin Glover aussi. Donc, puis quand même en contrepartie, il y a le fameux Tata au début du film. Mais tout ça pour dire que je vais quand même lui donner un 7 parce que ils ont quand même pris le temps de dire on va mettre des meilleurs personnages dans ce film-là. Pour les meurtres, là, on a le droit quand même à des meurtres assez intéressants. Puis ça paraît que Tom Savini est de retour, donc je lui mets un bon 8 sur 10 pour les meurtres là-dedans. Jason est, bon, évidemment, là, on n'a pas encore notre Jason qu'on aime tant que ça, mais il fait quand même une bonne job. Il est assez épeurant, ce Jason-là, et il mérite un bon 7.5. Pour le film en tant que tel, dans l'univers des Vendredi 13, c'est un bon Vendredi 13. Tu sais, il y a beaucoup de défauts. Tu sais, il est très inégal, ce film-là. Il commence vraiment pas bien. Là, avec la scène d'hôpital. Tu sais, ça commence... OK, oui. Puis là, la chaîne de char. Puis la maudite, celle qui fait du pouce, là, la scène de la banane. Moi, je m'excuse, mais ça passe pas partout. Comme elle, ça passe pas. Fait qu'il y a des scènes comme ça qui, pour moi, sont pas bonnes. Puis il y en a d'autres, puis pourtant, tu sais, c'est quétaine à l'os, mais ça marche, parce que c'est le film d'horreur, puis c'est Vendredi 13, fait que ça fait ça. Puis tu sais, vous avez dit, il va donner une mauvaise note, parce que là, il va donner une note de passage. Non, je lui donne quand même un 7.5. Puis je me dis, parfait, la série se termine bien. Puis comme film général, là, dans l'univers du cinéma, je lui donne quand même la note de passage de 6. Donc, pour moi, ce Vendredi 13-là, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, au contraire, c'est un de ceux qui méritent d'être vu. Si vous avez à voir un Vendredi 13, celui-là, vous devez le voir. Le 1, le 2 est à voir aussi, le 3, OK, une fois de temps en temps, là, le 4, oui. Donc, tu sais, tu veux voir un Vendredi 13, si tu dis, OK, je veux voir un Vendredi 13, le 1, oui. Tu n'es pas obligé de toutes les voir, là. Mais si tu dis le 1, le 2, 3, non. 4, oui. Et après, on verra bien. On verra parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Jason est mort. Ah ouais, Jason est mort. Eh là, il a le temps de revenir pas mal souvent parce que Jason, il a plus de vie que les chats ont de vie, hein. Puis ça risque des fois d'avoir du bon, puis des fois du mauvais. Fait que, donnez-vous le temps de les regarder, puis donnez-nous aussi de vos commentaires, parce que nous, on tient à savoir ce que vous pensez de la série. Et puis, aussi, qu'est-ce que vous avez le goût, ce dont qu'on vous parle, évidemment, d'autres choses. Donc, ne vous gênez pas pour nous donner des commentaires. À très bientôt.